Et voilà. Bonjour à tous. Alors, je vais me mettre comme ça. Désolé. Merci d'être présent ce soir pour cette session dédiée aux interfaces utilisateurs avec Clément. Merci Clément d'avoir suggéré le sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec ces sessions qu'on a appelées les renversées? Ce sont des sessions qu'on organise soit en présentiel ici à Lausanne, soit en visio. Donc, il y a des événements qui se retrouvent aussi publié sur notre chaîne YouTube. Le canal pour s'inscrire, le canal principal, on va dire, c'est Meetup. Sinon, on reposte les événements sur LinkedIn et puis pour les membres de la communauté Socraft, dans les outils qui sont à disposition. La session va durer un peu moins d'une heure. Vous pouvez poser, comme on a un comité restreint, poser vos questions en live si vous avez des questions en live. Et puis à la fin, on va faire un petit moment convivial, apéro, et puis on peut encore poser des questions à Clément qui va rester jusqu'au bout de la night. Voilà, donc je te passe la parole, Clément, et puis merci encore. On va juste mettre ça là. D'accord, non, un petit peu plus grand si tu arrives, comme ça on voit mieux. Oui, ça va aller. Et donc, oui, du coup, pour commencer, donc merci d'être là. Du coup, je me demande juste pour me rendre compte, même si je vais dans tous les cas détailler un petit peu, justement quand on parle des termes MCP, qui a du coup déjà entendu parler, voire même utilisé tout ce qui tourne autour des MCP, un petit peu. Entendu, mais après je ne connais pas dans Pas le forcément, détail. du coup, pas forcément utilisé directement, donc tant mieux justement. Le but c'est de revoir un petit peu ça. Donc l'idée, c'est de voir aussi déjà de base à quel moment dans l'historique justement de l'évolution de l'IA sont apparus les MCP. Donc bon, tout à l'heure j'entendais en 2024. Il se trouve que je crois que ChatGPT a accès au public vraiment juste de base. Je crois que c'est 2021. Ça commence déjà à faire 5 ans. Et je me souviens dès que c'est sorti, il y avait ce concept de dire OK, c'est un chat, on pose des questions, c'est sympa, mais souvent il y avait directement la phrase attention, les données d'entraînement sont jusqu'à 2021. Donc, on est en 2022, pose une question qui est arrivée plus tard, il ne saura pas parce qu'il n'a pas cette information. Donc, c'est le concept des données qui étaient figées dans le temps. Du coup, pour pallier ce problème, il y a rapidement eu la possibilité pour du coup, les LLM d'essayer d'aller chercher sur Internet. Du coup, il y avait toute une notion de scraper la data. Donc, il devait aller sur Internet, essayer d'aller sur un site et de récupérer l'information le président actuel du Kosovo pour pouvoir l'utiliser. Mais du coup, il y avait ce concept de scrapping qui était compliqué. Et assez rapidement, il y a aussi ce concept de OK, un LLM, un chat, on peut poser des questions, c'est sympa, mais bon, c'est comme Google, juste on peut avoir des informations, ou alors il y a potentiellement des choses qui sont des actions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste récupérer de l'information, on peut avoir envie d'agir. Et donc là, tous ces concepts-là ont fait que il y a des entreprises qui ont commencé à dire ah ben j'aimerais bien que ChatGPT il puisse se connecter à mon entreprise pour récupérer des données, pour faire des choses. Et du coup, chaque entreprise a un peu développé leur propre connecteur. Et ce qui se passe souvent, il n'y avait pas de standard. Et donc, petit à petit, on va voir que c'est les grosses entreprises qui ont commencé. Il y a eu du coup une volonté de se dire, OK, on veut qu'un LLM puisse faire des choses, récupérer des choses, mais il faut développer un standard parce que chacun fait ce qu'il veut et c'est pas tenable du coup. Donc, au niveau de la timeline, le concept justement de MCP, ça reste quand même assez récent. Ouais, c'est novembre 2024, donc ça a moins de 2 ans et c'est donc Anthropic, l'entreprise derrière Claude, qui a lancé en premier le mouvement. Derrière, on voit que quelques mois après, les plus gros derrière OpenAI et Google ont aussi adopté le protocole. Pendant la présentation, on va parler des MCP apps, juste pour avoir en tête que ça date d'il y a moins d'un an. On va voir ce que c'est, mais c'est très récent. Un point important, c'est que du coup, pareil, très récemment, il y a 6 mois, il y a eu un don à la Linux Foundation. Donc l'idée, c'est MCP, c'est un protocole. Et le concept, par exemple, si on compare avec quelque chose de plus réel comme un chargeur, il y avait toujours une histoire, par exemple, avec Apple, où ils avaient un chargeur propriétaire. Là, il y a ce concept de dire, OK, c'est un protocole de connexion, mais il n'est pas privé, il est utilisable. Le but, c'est vraiment que ça se propage. Donc, le don à la Linux Foundation va dans cette direction, d'essayer de faire en sorte que ça se propage un maximum.
Et aussi, du coup, le dernier concept dont on va parler, que je trouve le plus intéressant, c'est des web MCP. Et ça, pareil, c'est très, très récent. C'est du coup donc disponible sur Chrome actuellement particulièrement. Et ça date d'il y a quelques mois, 2026. Au niveau des MCP en tant que tel, donc on va parler de plusieurs choses, mais le concept de base qui est de proposer des ressources à un LLM, proposer un genre de serveur, ça en fait on voit que là actuellement, et je crois que le chiffre il fait que monter si je clique, il y a plus de 20 000 serveurs MCP, donc 20 000 outils qu'on peut connecter à une IA. Donc c'est un peu le concept au début, il y en avait quelques centaines, et ça ne fait qu'augmenter, ça augmente du coup les possibilités. Et tous les plus grosses entreprises actuellement, on voit GitHub, Slack, Notion, ont des MCP du coup. Donc, dans cette présentation en particulier, mon but, ça va vraiment de me focaliser sur le concept de interagir avec une application. Donc, dans une application, il y a beaucoup d'aspects différents. Il y a vraiment souvent le concept de interface utilisateur dans le sens où souvent j'ai un problème et j'ai besoin d'une application pour m'aider. Et du coup, c'est comment est-ce que je vais interagir avec l'application en cliquant sur des boutons pour résoudre mon problème. Donc moi, c'est cette partie-là vraiment qui va m'intéresser. C'est pas forcément la sécurité, c'est pas forcément la scalabilité, c'est vraiment l'utilisateur final, nous-mêmes sur nos applis téléphone, web, comment on a ce qu'on veut. Et le but, du coup, ça va être de voir que, avec le MCP, le concept derrière le MCP, se développent plusieurs façons d'interagir avec une application. Donc, celle qu'on connaît, qu'on utilise tout le temps, c'est ce que je vais appeler interface classique. Ensuite, on va voir, du coup, le plus démocratisé et qui fonctionne, qui est déjà utilisé beaucoup. C'est ce qu'on va considérer comme tout ce qui est MCP serveur. Et ensuite, les deux petits nouveaux que je trouve très intéressants, qui changent un petit peu, c'est MCP Apps et WebMCP. Donc, le but de la présentation, ça va être de détailler un peu ces quatre différents principes et de voir quelles sont les différences, en quoi ça peut être utile. Donc, l'interface classique, voilà, l'idée, c'est, on connaît tous, ça fait plus de 50 ans, même à l'époque, largement avant le web, il y avait quand même des interfaces pour cliquer. Donc, là, dans ma démonstration, l'idée, c'est que je vais faire la même interface, enfin, le même besoin résolu par les différents paradigmes. Donc là, par exemple, on est sur le concept d'une espèce de liste de courses où, voilà, avec notre interface classique, on a l'habitude, on peut cliquer, on peut supprimer, on peut ajouter des gens vraiment en interagissant de cette façon. Ça, vraiment, c'est ce qu'on connaît habituellement. On puisse le faire avec un ordinateur ou avec un téléphone. C'est le classique. Le but, ça va être d'essayer aussi d'un petit peu de comparer chaque paradigme un peu d'un point de vue architecture pour comprendre mieux ce qui se passe. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un schéma assez simple où à chaque fois, donc on va avoir l'utilisateur qui interagit avec une interface ici et un back-end avec des données. Et donc là, dans le cadre de notre interface classique, elle est vraiment ici. Et son but, c'est vraiment d'être entre le back-end qui sauvegarde les données et l'utilisateur. Et voilà, son schéma, il va juste servir de comparaison pour les autres. Donc cette interface classique, je vais le redire plusieurs fois, mais l'idée, c'est pas de dire qu'elle disparaît du tout, c'est qu'elle a des avantages et des inconvénients. Et donc, les avantages, du coup, il y a vraiment des choses basiques de l'UX, typiquement, c'est-à-dire comment ça fonctionne. C'est réfléchi par le produit, par les développeurs front-end, c'est contrôlé. On sait exactement ce qu'on veut montrer et comment ça va se comporter. Il y a une notion de découvrabilité qui est très importante, où pour moi, c'est un peu le concept de ah bah tiens, je fais mes courses en ligne versus je vais dans un supermarché où je vois tout ce qu'il y a dans les rayons. Donc, on va voir après que un gros avantage d'interface classique, c'est qu'on voit tout ce qui est possible, et c'est à nous, utilisateurs, de choisir ce qu'on veut utiliser. Mais il y a des limites, justement, on va voir par rapport aux autres, où on est quand même centré sur clavier, souris, mobile. Il y a une façon d'interagir qui est là, qui fonctionne, mais qui n'est pas la seule façon. Et l'UX aussi permet, ça fait que chaque personne est obligée d'utiliser le site de la même façon. Il n'y a pas forcément de personnalisation. Donc, on va voir un petit peu les différences. Donc voilà, le concept de base vraiment qui est le plus utilisé maintenant depuis presque 2 ans, tout ce qui concerne les MCP serveurs. Je vais essayer d'abord de vous montrer une petite démonstration et ensuite de comprendre comment ça fonctionne. Donc, dans la démonstration, l'idée, ça va être de bien
avoir en tête que ici à droite, j'ai mis l'interface, le retour de ce qui se passe, mais c'est pour que vous vous rendiez compte qu'il se passe quelque chose. Dans la pratique, il faut imaginer vraiment qu'on est sur son téléphone, par exemple, donc on ne voit que ce qui est à gauche. Donc, en gros, on ne voit pas l'interface. Et l'idée ici, c'est par exemple de se dire, OK, je sais qu'il y a une liste de courses. Moi, je suis au supermarché, j'ai envie d'interagir avec cette liste de courses, mais donc j'ai envie, par exemple, voilà, d'ajouter des pommes à ma liste, mais j'ai pas envie de me rendre sur mon appli, d'y aller à la mano. J'ai juste envie de dire que je veux ajouter des pommes à ma liste de courses. Et donc là, on va voir le concept, c'est qu'un LLM, s'il est connecté via MCP, du coup, à une application, donc ici ma liste de courses, ce qu'il va faire, c'est que, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais en gros, il va analyser ce que je voulais. Et on a peut-être eu le temps de le voir passer un petit peu. Ici, vous voyez, en gros, il a vu qu'il y avait une liste de méthodes disponibles. Il a vu qu'il pouvait récupérer la liste et il pouvait ajouter un item. Et du coup, c'est lui-même qui a pris la décision de dire, l'utilisateur veut ajouter des pommes, je vais appeler les bons outils pour, à la fin, ajouter des pommes. En gros, il a fait le travail à notre place avec juste une compréhension de notre besoin et une action. Donc, ce qui pourrait être direct intéressant, deuxième exemple, c'est vérifier si j'ai tout ce qu'il faut pour faire des tomates mozzarella. Donc là, on est déjà sur une demande un peu plus vague, un peu plus globale, qui ne demande pas juste d'ajouter quelque chose. Il y a une réflexion. Et donc là, hop, c'est toujours ce qui est intéressant avec les LLM, c'est qu'il va analyser ce qu'on demande et il va se dire, ah bah, ok, bah, voici, il te manque 3 ingrédients en fait, parce que j'ai analysé dans ta liste, tu as déjà des tomates. Donc je vais pas t'en ajouter. Et il me dit, ah bah, ok, est-ce que tu veux que j'ajoute ces 3-là? Ok. Il va pouvoir du coup appeler du coup l'outil ajouter item et il va pouvoir normalement du coup, donc, je sais pas si c'est lui qui va. Hop. Ah oui, donc là intéressant. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Voilà, donc intéressant. Là déjà on voit un point intéressant souvent qui peut se passer, c'est quand il ne sait pas, on retrouve un peu des interactions, c'est-à-dire au lieu de juste de choisir lui-même et dire je vais le mettre dans la liste marché, il y a toute l'intelligence et ça dépend des LLM qui va dire ah bah tiens, je te propose de choisir dans quelle liste tu veux que je l'ajoute. Et là, du coup, il y a une interaction possible. Encore une fois, on n'interagit pas avec la vraie application, on est toujours dans la conversation LLM. Et derrière, bon, bah, j'ai mis Carrefour et il enchaîne, il les ajoute direct, j'ai pas besoin de les retaper. Donc, déjà, ça, quand même assez intéressant, ce concept-là. Là, ici, du coup, ce que je vais vous montrer, c'est le concept, du coup, soit je peux lui donner du texte, donc j'écris, mais je peux aussi, du coup, c'est ce qu'on appelle des modèles multimodaux, lui donner de l'audio ou des images. Donc là, par exemple, j'ai une image avec des éléments. Je crois que c'est acheté, donc il y a écrit le roi Merlin, je sais pas si je crois que je vais le mettre. Et il y a des planches, du silicone et des vis. Et donc là, il y a le concept il est capable d'analyser l'image et de déduire ce qui est écrit dessus. Donc on pourrait imaginer, je prends avec mon téléphone, je prends la photo et directement, ben, en fait, il extrait ce qu'il y a sur la photo. Et là, du coup, j'ai même pas le temps de parler, il le fait tellement vite. Il a eu le temps, du coup, de analyser ce qu'il y avait sur l'image, de créer la liste et de mettre, du coup, ces items-là. Donc, voilà, je finis sur ça. Donc, ce qui est une autre utilisation possible d'un MCP. Donc, pour essayer de comprendre, du coup, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé là dans ce qu'on vient de voir. Donc, l'utilisateur, il n'a pas bougé. Il a toujours juste un besoin, c'est, voilà, je veux ajouter des pommes à ma liste. Ce qui change vraiment, c'est de se dire, OK, je ne passe pas par l'UI classique, je passe par un chat LLM. Donc là, le chat, ça peut être ChatGPT, Claude, Gemini, n'importe quel LLM. Et ce LLM, lui, qu'est-ce qu'il a en fait? C'est que il est connecté via donc le protocole MCP qu'on appelle. Et donc en gros, sans rentrer dans les détails, c'est juste du JSON, c'est juste un protocole qui permet du coup au LLM d'être connecté à une base de données. Enfin, pas une base de données, mais à un back-end. Donc là, pour mieux se rendre compte, par exemple, on a l'habitude des API un petit peu classiques en disant, bah tiens, dans un front-end, il doit se connecter par exemple, l'API de YouTube, bah, ça va être YouTube/API, et derrière, il va avoir des routes accessibles pour faire des opérations. Bah, là, c'est un peu le même concept. C'est juste que là, par exemple, on voit que c'est donc sur mon site /API/MCP. Si je vais voir sur cette URL directement, on va voir qu'en fait, en tant que
Si on veut avoir directement, on ne va pas avoir accès à des routes comme on a l'habitude. On va dire, en fait, je ne peux pas accéder à ça. Parce qu'en fait, c'est une API faite pour se connecter à un LLM. Donc, si on y va comme ça, on va rien pouvoir faire. Par contre, si on utilise, par exemple, un outil, donc si jamais vous connaissez Postman, enfin des outils en gros pour accéder à des API, bah, il y a l'équivalent qui existe, MCP Inspector. On va voir que c'est exactement le même concept d'une API où, par exemple, ici, si je lui demande la liste des ressources, on voit qu'en fait, ici, en gros, il a réussi. Donc, il faut imaginer que c'est le LLM qui est connecté au backend. Il va lui dire, donne-moi la liste des ressources auxquelles j'ai accès. Et en fait, ici, il a du coup, c'est plus là dans les tools, quand il va poser la question, il va voir, en fait, il va récupérer une liste de méthodes qui sont du coup juste documentées. C'est ça le plus important. Donc là, si on regarde concrètement, par exemple, si je vous montre le add item qu'on a vu create list, en gros, c'est juste, voilà, il récupère un nom, une description, une action. Et donc le LLM, en gros, il sait tout ce qui est possible de faire sur l'application grâce à cette connexion MCP. Du coup, il faut vraiment le voir comme une API classique dont on a l'habitude et penser pour une IA LLM. C'est pour répondre à un use case bien précis, en fait, le MCP. Voilà, le use case, c'est vraiment comment une IA peut interagir avec mon back-end. Ça a moins l'intérêt d'avoir juste un cru d'exposer via MCP, c'est plutôt des cas métiers, en fait, peut-être. C'est là où je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, il y a vraiment des décisions d'ingénierie qui doivent se faire dans le sens où typiquement, là dans mon exemple, c'est voilà une liste de courses de moi si je m'étais chronométré, je suis à Leroy Merlin, je suis pas à Leroy Merlin, mais je suis en train de réfléchir sur un chantier, je dois prendre sur un tableau blanc tout ce que je dois acheter, entre sortir ma liste de courses, l'ajouter à la mano, donc à crude, ou juste prendre la photo et dire ajoute-moi tout ça. On est sur une opération simple, mais qui, via MCP, peut se retrouver super accéléré. Donc souvent, c'est un arbitrage, et c'est ce que je voulais vous montrer après. Ça dépend des cas d'utilisation. Et donc là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des inconvénients, mais dans les avantages, on a vu un petit peu, c'est qu'il y a toute une notion de raisonnement. C'est-à-dire, c'est pas juste j'interagis avec l'application, c'est ah bah tiens, j'ai envie de faire de la tomate mozza. Ah, qu'est-ce que tu as déjà dans ton panier? Tiens, il te manque ça, est-ce que ça t'intéresse? Il y a une sorte de discussion pour faire ce que je veux. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et le gros avantage, c'est ce côté multimodal où, en fait, là, je l'ai fait à l'écrit, mais j'aurais pu parler et je l'ai fait, du coup, je peux aussi donner une image directement. Donc, c'est un nouveau paradigme, une nouvelle façon d'interagir, mais qui est, je trouve, très intéressante. Dans les limites, quand même, on s'en rend moins compte, mais sur la démonstration, vous imaginez, on est juste avec son téléphone ou son appli, on est juste en train de discuter. Donc, on n'a pas de feedback visuel sur l'appli. C'est une façon où il y a un peu un côté œillère, c'est une façon d'interagir avec une application, mais un peu sans se rendre compte vraiment de ce qu'est l'application. Donc, si c'est quelque chose qu'on connaît par cœur, liste de courses, on s'en moque, mais des fois, ça peut du coup être perturbant, et c'est peut-être pas tout le temps le meilleur cas. Point important, je vais le dire à chaque fois, il y a le côté non déterministe des LLM. Donc là, le concept, c'est juste de dire, là, la présentation, elle est enregistrée en vidéo. Si je la refais en direct, et que je pose exactement les mêmes questions, mais j'aurai pas exactement les mêmes réponses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément prévoir exactement ce que le modèle va répondre. Et ça, des fois, sur des choses plus complexes, ça peut être problématique. Donc voilà, ça, c'était tout ce qui était le concept de MCP. Il faut vraiment se dire que c'est une façon pour un utilisateur de passer par un LLM, et le LLM, il peut interagir avec des données via MCP. Un des points justement négatifs, c'était ce côté, le fait de se dire, bon, c'est sympa, mais tout est très textuel. C'est-à-dire que, voilà, je demande d'ajouter des choses, d'en supprimer. À la fin, OK, ça a été ajouté. OK, j'ai fait ça, mais on reste vraiment, il n'y a plus d'interface. On est vraiment sur une discussion. C'est là où rentre en jeu, du coup, le concept des MCP apps, qui est donc très récent. Je vais vous montrer la démonstration, vous allez voir assez rapidement la différence. Donc là, c'est juste pour montrer, voilà, ici, par exemple, à gauche, on voit, c'est sur Claude. Sur Claude, du coup, il y a, ici, c'est une interface où on voit juste avant, c'est la liste, du coup, des MCP, ils appellent ça des connecteurs. Derrière, c'est des MCP, c'est juste un label qu'ils utilisent. Donc là, par exemple, vous voyez avec GitHub, tout ça, là, c'est le nom MCP auquel je me suis connecté. Et quand on va dedans, on voit que du coup, il y a plein d'outils et il y a des outils qui sont appelés Interactive Tools. Que là, j'avais désactivé et que je vais justement activer pour la démonstration.
Ou OK, donc je l'ai activé. Donc il faut imaginer, OK, bah, mon MCP, maintenant, il peut faire des choses en plus qu'il ne pouvait pas faire avant. Et donc là, par exemple, si j'ai envie de dire, OK, tiens, ajoute du pain chez Carrefour. C'est mon besoin. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est, pour la démonstration, j'ai codé quelque chose qui va faire que il va se dire, ah, mais t'es gentil, mais quel pain? Genre, le pain, c'est générique, moi, je sais pas de quoi tu parles. Donc, au lieu de juste me dire, bah, tiens, est-ce que tu veux du pain de campagne? Il va se dire, ah, mais ça, c'est intéressant. Ça mérite peut-être des images, ça mérite quelque chose. Et du coup, il va appeler un outil qui utilise des MCP apps. Et on va voir qu'en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Hop. Bonjour. Je vais faire un mini pause. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, le LLM, du coup, bah, en fait, au lieu juste de répondre du texte, il peut, du coup, répondre une interface. Et cette interface, on va voir, c'est pas juste une image, elle est cliquable. Et donc là, si j'ajoute CRL complet, hop, il s'est vraiment ajouté. Donc là, c'est complètement un autre paradigme, c'est le concept d'avoir une espèce de mélange entre discussion dans un LLM et une interface classique dont on a l'habitude. Donc, on peut faire, ça fait un peu Inception, mais il y a vraiment ce concept, vu que l'application elle est simple, on peut carrément lui dire, donc imaginons que moi je n'ai pas accès à ça, mais j'ai envie maintenant de voir la liste, ben, dans le LLM, je peux carrément faire en sorte de récupérer et d'afficher directement l'application avec, donc là on est carrément sur l'appli qui est injectée dans la discussion, où on peut voir la liste de courses actuelle, et on peut bah, du coup aussi interagir avec, c'est pas juste une image, si on peut genre cocher le pain, il sera coché sur la vraie application en vrai. Et donc, et pareil dans l'autre sens, je crois que il y a une transmission potentielle des données entre les deux. Voilà, donc ça, c'est ce qui est appelé MCP Apps. Donc, ça peut faire un peu peur, mais en gros, le fonctionnement, il ressemble vraiment à ce qui était juste avant. Donc là, du coup, c'est le MCP classique. Ici, c'est exactement le même concept où, voilà, l'utilisateur, il discute avec un LLM. Le LLM, il est connecté en MCP à un backend. Et la subtilité, c'est juste que le backend, au lieu d'avoir juste des outils un peu basiques d'exécution, il va aussi avoir des interfaces qui sont codées, qui sont disponibles. Et il va pouvoir leur envoyer, du coup, via le protocole, envoyer directement les interfaces au LLM, quand c'est nécessaire. Et du coup, dans le LLM, en gros, il y a chaque provider Cloud Codex gère comme il veut, mais souvent, c'est des iframes. Donc, c'est important au niveau sécurité pour encapsuler la donnée, sans rentrer dans les détails. Mais à la fin, ce qui se passe, c'est juste que, en tant qu'utilisateur, tu peux juste avoir une conversation, discuter, ou aussi interagir avec une interface directement dans ma discussion avec un LLM. Donc, par exemple, là, si je reviens un petit peu sur le Postman, ici, on voyait du coup les tools, c'est vraiment la liste des tools classiques. Si je vais ici, c'est pour ça que du coup, ils appellent ça apps. Si je vais dans apps, je vois en fait ici, du coup, c'est tous les outils qui sont des interfaces. Donc là, par exemple, ici, on va l'avoir de base, bon, les leaders, mais il a ça en stock disponible, en gros, envoyé dès que possible. Là, par exemple, moi, j'avais fait un test. Hop, ça, c'était disponible. Si je l'avais demandé, ça aurait été renvoyé. Donc, c'est un peu le concept de juste, au lieu d'envoyer du texte, on envoie carrément des interfaces. Donc là, du coup, il y a quand même ce concept de ça résout une problématique, ça a les avantages des MCP serveurs, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un feedback, on peut interagir avec un morceau de l'application, si on veut, mais on garde toujours ce concept de hier, c'est-à-dire on interagit qu'avec ce que le LM nous renvoie, on n'a pas accès à toute la page pour faire ce qu'on veut. Ça pourrait être problématique. Et l'interface, du coup, elle est vraiment limitée à une petite partie de la vraie application. Et donc, le dernier concept, donc si je résume, il y avait vraiment juste interface classique de base, MCP, qui est juste voilà, connexion entre LLM et données, MCP Apps, c'est avec du visuel. Et là, WebMCP, ça change un petit peu. Je vais essayer de montrer directement encore un exemple. Mais donc là, dans mon exemple, on est toujours sur fameuse liste de courses. Mais là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, contrairement aux deux précédents, là, on est vraiment sur Chrome, sur Google Chrome, sur l'application standard. Donc, de base, on est sur l'utilisation classique d'une app. On la voit,
avec notre souris, on peut interagir, on peut faire tout ce qu'on veut de base. Mais on peut du coup aussi se dire, OK, je suis sur Chrome, mais donc là, il faut imaginer que ça peut prendre plein de formes. Ça peut être une sidebar, un chat. Mais on peut avoir une sidebar qui, du coup, intègre directement un LLM et qui va nous permettre de aussi faire des opérations. Donc là, par exemple, si je lui dis, OK, je dois acheter, c'est pas très léger, ma viande chez le boucher, et une liste d'ingrédients, là, ce qu'il va être capable de faire, donc j'expliquerai après concrètement ce qui se passe, mais du coup, il va pouvoir appeler aussi les outils nécessaires pour faire ce que je veux. Donc là, on est aussi sur ce concept de, OK, oui, moi, si je dois faire ça à la main, j'ajoute, j'écris bouche plein entier, j'écris toutes les choses, ou juste potentiellement, je lui fais quelque chose de très résumé, et il me le fait pour moi. Le but, c'est de voir est-ce que ça fait gagner ou pas du temps. Là, typiquement, il y a des cas de, ah bah tiens, en fait, je me suis trompé, tout ce que j'ai acheté là, il faut le déplacer, parce qu'en fait, c'est pas la boucherie, je l'ai acheté chez Carrefour. Et ça, c'est typiquement des cas où, dans une vraie interface, le développeur, quand il doit le faire en sorte de coder quelque chose pour permettre de déplacer, faire du drag and drop, faire de la multisélection, c'est des choses un peu complexes. Bah là, lui, j'ai juste à lui dire, ah, je me suis trompé, déplace tout, qui est quelque chose d'assez rapide. Bah, ok, lui, il a les outils, il va pouvoir le faire directement. Il va juste déplacer et ensuite, potentiellement même, ou pas, s'il supprimer la liste, et c'est bon, c'est ce que je veux. Ce qui est important, et je vais essayer de détailler ça après, c'est que là, dans ce type de paradigme, c'est pas juste l'accès au back-end et la modification des données qu'on peut faire. On peut juste aussi interagir avec ce qu'on appelle l'état client. Donc ça peut être genre, par exemple, imaginons que j'ai envie de tout cocher d'un coup ou tout décocher, ou de filtrer pour ne montrer, par exemple, que ce qu'il reste à acheter. Donc là, par exemple, je lui dis montre-moi seulement ce qui reste à acheter. Hop, il peut modifier l'interface pour ne me montrer que ce qui est décheck. Donc ça, d'habitude, ça peut être un bouton exprès pour filtrer. Bah, ça, du coup, ça peut être aussi fait de cette façon. Et ça, j'ai fait des exemples exprès pour... donc là, montre tout, je lui dis, voilà, tu remets l'affichage du filtre de base. Et ça, je vais essayer de le montrer après, mais il faut imaginer que du coup, là, je suis sur une page où il y a du coup cette application. Et il se trouve que sur cette... Ah oui, je l'ai fait comme ça, ok. Sur ce site, il y a une autre page ailleurs où il y a des slides. Ben, je peux aussi lui dire. C'est-à-dire qu'il peut potentiellement aussi gérer tout ce qui est navigation sur le site. Donc là, par exemple, il va se dire, OK, tu veux aller changer de page? OK, ben moi, je te trouve la page qui t'intéresse et je navigue, je change de page directement. Donc là, sur ce cas d'usage-là, on peut se dire, bon, à quoi ça sert? Et du coup, par exemple, je peux lui dire, ah ben tiens, moi, sur cette page, j'ai mon CV qui est quelque part. Vas-y, va sur la page de mon CV. Et bah, en fait, non, OK, on retourne sur la page liste de courses. Donc, là, comme ça peut paraître gadget. J'ai des cas d'usage que je trouve un peu intéressants. Mais tout ce qu'on vient de voir, du coup, c'est les WebMCP. Donc, pour essayer, je pense que je vais le montrer, mais ce sera peut-être aussi plus clair. Je vais vous montrer. Bon, ça, c'est la démo d'après. Mais en gros, juste pour comprendre le WebMCP, je vais le remontrer, mais il faut imaginer que là, c'est la sidebar. Et c'est un peu le concept des outils qu'on voyait tout à l'heure. Mais le gros changement à comprendre, c'est que tous ces outils-là, en l'occurrence, ils sont vraiment disponibles que côté client. Donc ça, je vais essayer d'expliquer. Donc en gros, là, si on compare peut-être par rapport à MCP Server, donc ce qui se passait tout à l'heure, par exemple, quand on voulait ajouter une pomme à la liste, c'est que du coup, je dis je veux ajouter une pomme. Du coup, le LLM, il se dit, ah, ok, qu'est-ce qu'il veut? Il va regarder les outils disponibles sur le back. Il dit, ah, bah, dans le back-end, il y a une méthode qui me permet d'ajouter une pomme. Ok, j'appelle cet outil-là. Là, au MCP, justement, le concept, c'est que tous les outils, au lieu d'être déclarés là, ils sont déclarés côté front. Et en vrai, et du coup, ce qui va se passer, c'est juste qu'il faut imaginer que c'est juste tout ce qu'on peut faire nous en cliquant. C'est-à-dire qu'il y a une méthode quelque part qui est appelée. Et WebMCP, c'est juste permettre au LLM d'appeler directement cette méthode. Donc, c'est-à-dire que voilà, moi, si j'ai un input et que je clique sur envoyer, ce qui va se passer concrètement, c'est qu'en JavaScript, il y a une méthode qui est écrite send et qui va envoyer tout ça. Mais juste cette méthode send,
au lieu que ça soit moi qui l'appelle en cliquant, et c'est le LLM qui peut l'appeler directement. C'est un skills. Non, voilà, c'est différent. Là, vraiment, il faut imaginer qu'en gros, je pourrais le montrer, mais ça fait on se perd du temps. Si là, je vais sur ce site, si je regarde le code source de cette page, le code source du front-end, dans le code source, donc il y a du JavaScript, eh bien, il y a la liste des outils. Et le principe, en gros, c'est que, je pense que je peux le montrer là, flag. Non. En gros, sur Google Chrome, du coup, on peut activer les WebMCP. Et qu'est-ce qui se passe quand on active les WebMCP? Ça veut juste dire, OK, bah, le LLM, il va être capable d'aller voir sur la page et de regarder les outils disponibles. Donc là, par exemple, il va voir sur la page et il voit qu'il y a tous ces outils qui sont disponibles. Et je pourrais remontrer après s'il y a plus de besoin. Ce qui est vraiment différent et intéressant, c'est de voir que du coup, vu que les outils sont vraiment que sur la page, on est aussi sur des modifications de l'interface directement. Et on peut aussi appeler le backend. Mais il y a plus de choix en gros. Il y a plus de possibilités parce que c'est juste tout ce que moi, en tant qu'utilisateur, je peux faire sur une application. Mais je peux permettre à un LLM de le faire aussi. Et de voir du coup. Et là, la question c'est, est-ce que c'est intéressant? Quand est-ce que c'est utile? Donc, moi, par exemple, ce que je trouve. C'est un LLM qui appartient en fait à Chrome. C'est pas lié à notre application. Voilà, ça, je pense que je peux détailler un petit peu si c'est pas clair. En gros, bah oui, d'ailleurs, si, c'est un des points que je vais essayer de détailler. C'est donc un des avantages, justement, c'est que, à terme en tout cas, mais l'idée, c'est que quand on est sur Chrome, ici, du coup, j'ai une extension qui me permet juste de créer la liaison. Et en fait, ici, du coup, je sélectionne un modèle. Donc ça, c'est classique. Mais il faut avoir en tête que du coup, en ce moment même, quand on utilise Chrome, il y a du coup déjà un LLM local qui est dans Chrome, qui est très léger, qui s'appelle Gemini Nano. Donc, en gros, dans le code de Chrome, il y a un LLM très léger qui est déjà là et qui fait des petites tâches. Et donc, eux, le but de ce que j'ai compris récemment, il y avait la conférence de Google I.O., le but de Google Chrome, en ce moment, c'est justement d'intégrer ce LLM. Et donc, qu'est-ce qui se passe en gros? Ça veut dire que là, tout ce que je viens de montrer dans la démo, en fait, ça pourrait n'avoir aucun coût API. Le coût, ça serait un coût dans le navigateur de processus, où bah, en fait, c'est mon navigateur qui a son propre LLM qui va justement dire, tu veux ajouter une pomme? OK, je raisonne, j'appelle tout ça. Donc ça, c'est possible via WebMCP. Et c'est déjà en train de... Donc, pour ma démo, j'ai dû, moi, utiliser un LLM me connecter payant. Mais dans le futur, du coup, ça déporte, c'est chaque client, chaque utilisateur qui a son navigateur qui travaille, en fait, pour faire ce qu'on vient de voir. Et donc, dans les avantages, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est vraiment sur du complément. J'utilise mon interface comme d'habitude. Et si je veux faire quelque chose de particulier, je peux ouvrir une sidebar, demander un chat, de l'aide pour faire ce que je veux. Et dans les inconvénients, bah, c'est que potentiellement, bah, qui dit modèle petit, dit réflexion plus limitée. Donc des fois, selon si on veut quelque chose de vraiment complexe, potentiellement, ça peut être peut-être pas le meilleur usage. Et non déterministe, c'est aussi important de se dire, ah bah tiens, en fait, j'ai 10 personnes qui utilisent mon application. Potentiellement, les 10 personnes, ils vont avoir une expérience différente parce que le LLM peut peut-être répondre un peu différemment selon ce qu'il demande. Et du coup, je contrôle un petit peu moins ce qui se passe. Ça peut être problématique. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du coup de ChatGPT Atlas, de Playwright, c'est des tests end-to-end, ou potentiellement même de tout ce qui est Claude in Chrome, donc là c'est des extensions. Le concept justement, c'est plein d'essais qui sont faits surtout en 2024, où le principe justement c'était de dire, ok, on a dans le navigateur plein de choses qu'on aimerait faire, comment on fait pour faire en sorte qu'un LLM puisse interagir avec la page. Donc il y a plein de choses qui ont été faites. Là, j'aimerais essayer de vous montrer justement une comparaison. Donc, je vais essayer de vous comparer. Je vais essayer de vous comparer. Donc, à gauche, en gros, il y a 2 fois la même interface. Donc, il faut imaginer, en plus, en ce moment, moi, je dois faire des administratifs suisses. Donc, c'est une interface d'administration où il faut remplir plein de formulaires. 2 fois le même formulaire. Moi, j'ai un PDF avec toutes mes données. J'ai la flemme de tout retaper à la main. Je veux juste qu'un LLM le fasse pour moi. Parce que bah, c'est réverbatif. À gauche, du coup, on est sur ce qui se fait depuis 1 an et demi. Et par exemple, Claude,
qui est du coup, qui a accès à la page et qui va essayer de faire ça. Donc, on va voir. Du coup, je lui dis, ah bah tiens, voici le PDF, essaye de remplir le formulaire. Donc là, c'est en direct. Il va dire, OK. Et pendant ce temps, en fait, donc là, je mets à gauche, c'est Claude. Du coup, on n'utilise pas tout ce qui tourne autour des WebMCP. À droite, par contre, je vais faire la même chose, mais avec du coup ce que je viens de montrer au niveau des WebMCP. Donc en gros, il faut imaginer que ici, il va pouvoir utiliser les outils que je mets à la disposition. Et on va voir la différence de temps. Donc là, par exemple, hop, à partir de maintenant, j'ai lancé les deux en même temps. Mon but, c'est juste de compléter. Et hop, si je m'arrête, en gros, à droite, il a fini. Et à gauche, je vais le laisser tourner. On va expliquer pourquoi, en fait. C'est quand, à gauche, ce qui se passe, en gros, c'est que il est à l'aveugle. Donc, il est en mode, OK, il faut que je vois le site. Donc, je scrape le HTML. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Je dois aller, du coup, ensuite, remplir les choses une par une. Donc, il a fait une boucle pour remplir le premier patch. Ensuite, il doit faire une boucle pour remplir la deuxième partie. Donc, il doit lui-même se débrouiller pour faire ce que je veux. Alors que, donc, au bout d'un moment, il y arrive aussi. Hein. Mais à droite, en gros, l'idée, c'est que, bah, en fait, il a à disposition l'outil que je lui ai donné. Donc là, par exemple, on peut le voir direct sur. C'est ça. Donc là, par exemple, ici, quand je regarde sur cette page, là, le MCP, il a quelque chose, il voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle form fill. Il a une méthode où il y a tout est bien décrit. Si on regarde l'intérieur, form fill, il y a plein d'informations qui, en fait, lui permet hyper rapidement de dire, ah, bah, OK, voici les données PDF, hop, je les donne à la méthode, hop, ça remplit. Et ça se fait très rapidement. Et donc, le concept, c'est que, bah, si on compare un petit peu au niveau coût dans token, bah, du coup, associé à le temps que ça prend, la version WebMCP est beaucoup plus efficace pour faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que bah, ça commence à être intéressant. Le point important quand même, c'est que du coup, dès que tout ce que je dis au niveau des WebMCP depuis tout à l'heure, il faut imaginer que c'est le développeur de l'application qui doit lui-même déclarer en gros les méthodes comme accessibles. Donc il y a un travail à faire du côté développeur, alors que de ce côté-là, c'est le développeur, l'application ne fait rien, c'est le LLM qui se débrouille. Donc dans un cas où il n'y a pas de WebMCP disponible, bah, il n'y a que ça qui fonctionne dans tous les cas. C'est juste que s'il y a la possibilité, et il faut se projeter sur du long terme, ça du coup, ça permet de vraiment gagner énormément de temps. Petit aparté sur tout ce qui est authentification, c'est un point important. C'est un sujet vaste, mais il faut juste imaginer en tête que, en gros, pour tout ce qui est MCP serveur, on est sur une connexion un peu classique de hôte. Donc, en gros, je suis sur Claude, je dis, j'aimerais bien pouvoir accéder facilement à GitHub. Je vais lui dire, ah, je vais me connecter au MCP GitHub, je vais me connecter via hôte à GitHub. Hop, mes credentials sont enregistrés, c'est fini. Pour WebMCP, c'est un petit peu c'est très simple, mais moi, au début, je comprenais pas forcément pourquoi c'était si simple. En gros, c'est hériter, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que il faut imaginer que du coup, un utilisateur, il se connecte à l'application. Du moment qu'il se connecte, il va avoir un token enregistré en local, enfin, quelque chose qui l'authentifie, qui fait que chaque requête qui part est authentifiée. En fait, à partir de ce moment-là, WebMCP, il va juste appeler les mêmes requêtes qui sont faites quand on clique. Et du coup, une fois qu'on est déjà authentifié, bah, c'est fini. Il va refaire ce qu'on fait nous de base. Et du coup, c'est entre guillemets transparent. Il n'y a pas besoin de se connecter d'une façon particulière. Donc ça peut être quand même toujours intéressant. Hop. Donc, pour moi, le point que je trouve le plus important sur ces 4 paradigmes, c'est vraiment, parce que moi, quand j'ai découvert au tout début, c'est les MCP serveurs, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à utiliser, j'ai vu des gens qui se posaient la question, oh mon Dieu, ça va remplacer, en fait, il n'y aura plus d'application, il n'y a plus de front-end, on va tout faire en discutant avec un LLM. Ok, sachant qu'en plus, là, je vous ai montré la version dans une interface, mais les MCP, souvent, en ce moment qu'on a l'habitude, les développeurs l'utilisent beaucoup dans des terminaux. Donc, partir du principe que des gens vont utiliser un terminal pour faire ce qu'ils veulent, pour les développeurs, ça marche, mais c'est pas du tout scalable pour. Donc, les MCP serveurs, on pourrait croire, ah bah ça suffit. Non. MCP apps, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, mais c'est fou, c'est MCP serveur, mais en plus, il y a une interface, ah bah c'est bon. Voilà, il n'y a plus besoin de front-end, tout va être fait comme ça. Ah. Et WebMCP, on pourrait se dire aussi, ah bah c'est trop bien, ça fait un peu tout ce dont j'ai besoin. Moi, mon point, c'est de se dire, bah, en fait, selon les besoins de produit, chaque outil peut être utilisé pour un besoin
plus qu'un autre, et que du coup, ils sont tous complémentaires, et qu'un produit peut avoir pas du tout besoin de ces trois-là. Donc, imaginons, je sais pas, moi, on utilise, je sais pas, Spotify pour lire de la musique. Bon, bah, on sort son téléphone, on sélectionne, on n'a pas envie de poser des questions, on n'a pas envie de donner une image. L'interface classique, elle suffit très bien, ça fonctionne. Je vais vous montrer après des exemples que je trouve utiles, où d'autres applications peuvent quand même se dire, ah bah tiens, là, ce paradigme-là, ou OMCP, quand même, peut être très utile. Donc voilà, là j'ai essayé de réfléchir typiquement à des cas concrets. Bon, il y en a plein, interface classique, en vrai, il y a plein de choses, il faut imaginer, dès que c'est quelque chose d'assez simple, une application où en fait, l'utilisateur, il a 4 ou 5 clics, ben, ça suffit, il n'y a pas besoin de forcément chercher à complexifier, on va continuer à l'utiliser sûrement comme ça, et ça fonctionne très bien. Et aussi tout ce qui est un petit peu, je trouve, les applications de type marketing, le concept de vouloir un peu montrer un étalage de produits. Donc là, imaginons le site de Rolex. Ça, on n'imagine pas le côté, oui, je veux acheter une Rolex, dis-moi laquelle est la meilleure, d'avoir une description textuelle, d'avoir un petit interface à l'intérieur qui nous montre des Rolex. Bon, bah, le site, il a été pensé pour une expérience pour mettre des étoiles dans les yeux aux gens. Ça se défend, ça risque quand même sûrement de rester. Et on n'a pas envie de rajouter de l'IA là-dedans, potentiellement. On veut juste avoir des beaux affichages de produits qu'on veut montrer. Pour la MCP, moi, ça m'a amusé de me dire, bah là, en fait, moi, dans mon utilisation, dans mes problématiques que j'ai depuis que je suis en Suisse, j'ai resimulé, hein, mais j'avais un peu ce truc de, ah bah tiens, il faut que j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de papiers, j'ai plein de démarches administratives, il faut que je me les note quelque part dans ma to-do, mais en même temps, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce qu'il faut faire parce que je ne sais rien. Et donc là, on est sur un concept de, ah bah tiens, dans ce cas-là, moi, j'ai un problème un peu complexe, bah, un LLM peut m'aider à réfléchir à tout ce qu'il faut faire. Lui-même, du coup, discuter avec moi, ah tiens, du coup, toi, t'es français ou pas, t'as le permis. Et ensuite, une fois qu'on a réfléchi ensemble à tout ce que je dois faire, lui-même, du coup, accéder à ma to-do app et ajouter lui-même la liste de tout ce que je dois faire pour qu'ensuite, moi, derrière, cette app-là, bah, en fait, j'ai juste envie de la voir en lecture. C'est-à-dire, je veux sortir mon téléphone, voir ma liste, le cocher, mais j'avais la flemme de, par contre, tout noter un par un. Et donc, pour moi, ça, c'est un cas d'utilisation intéressant et j'utilise pas mal, moi, dans perso en ce moment pour tester je réfléchis à plein de choses compliquées, et à la fin, j'ai envie que ça soit enregistré ou qu'il y ait une interaction avec une vraie application. Bah, pour moi, c'est un cas d'usage très classique d'AMCP pour monsieur et madame tout le monde, pas pour un développeur. Juste, là, je l'ai montré par exemple à un moment le concept, je l'ai fait utiliser pour voir. Bah oui, factuellement, c'était pour elle, elle s'est même pas rendue compte de ce qui se passait, mais entre faire ça à la main, ou donc elle, c'était pour pouvoir résilier sa box, que je lui dis, tiens, essaye de discuter, dire ce que tu veux au LLM, et ensuite lui-même, il va s'arranger pour te faire la liste. C'était transparent, elle s'est même pas rendu compte de ce qui se passait, mais à la fin, elle avait sa liste de prêtes. Et ça, je trouve que c'est intéressant de se projeter sur monsieur et madame tout le monde. Est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Si oui, ça a du potentiel. MCPA, du coup, j'ai essayé aussi de réfléchir à un cas d'usage. Donc moi, chez moi, justement, quand je suis arrivé il y a pas longtemps, je n'avais aucun meuble. Donc j'ai dû réfléchir à, tiens, sous mon évier, bah, il faut que j'achète un meuble, mais il y a des dimensions particulières, il faut que je trouve ce meuble-là particulièrement. Donc, IKEA n'a pas de MCP, mais imaginons, j'ai simulé le fait que si IKEA avait un MCP, bah, dans leur cas, s'ils avaient un MCP apps, c'est-à-dire que la possibilité d'envoyer, ben, ils auraient ce concept de dire, ah bah tiens, moi j'ai besoin de telle dimension, j'ai besoin de telle contrainte. Eux, ils vont regarder dans leur catalogue et ils m'envoient du coup l'interface avec, ça c'est des vrais meubles IKEA que je vais juste aller chercher pour la démo, mais ils m'envoient directement l'interface que je peux sélectionner et je peux assez rapidement avoir ce qui m'intéresse. Il faut savoir que du coup, moi ça en fait, j'ai dû le faire à la mano en fait. C'est-à-dire que je suis allé moi-même sur le site d'IKEA, j'ai galéré avec leurs filtres pas forcément bien faits pour trouver ce qui m'intéresse. Moi, mon point, c'est de dire s'ils ont bien fait leur truc, j'ai la même problématique, et en passant par là, bah, ça me prend potentiellement 15 secondes, au lieu de, bah, moi, ça m'a pris 15 minutes sur leur site pour essayer. Et bah, après, derrière, c'est juste pour montrer, bah, il y a une discussion. Donc, si je dis, ah non, en fait, je me suis raté à la mesure, en fait, c'est 60, hop, ça réappelle, ok, en fait, il reste que ce meuble-là disponible. Il y a un échange, mais mon point, c'est de dire, bah, quand on est sur des choses un peu visuelles, bah, on a besoin d'avoir l'image de ce qu'on veut acheter. Et là, du coup, les MCP apps sont pour moi intéressants.
Et les derniers exemples, donc ça c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est plein de petites choses qui, pour moi, nous arrivent au quotidien selon les personnes. Donc là, c'est des exemples très développeurs. Mais imaginons donc, on est sur une interface cloud. Donc, sans la nommer, ça peut être Google. Les interfaces cloud, souvent, il y a ce côté usine à gaz où il y a énormément d'informations, plein de choses. Et souvent, des fois, on veut juste faire une petite chose. Et soit on connaît, on a l'habitude et on sait où aller, OK. Soit on galère à chercher dans tous les menus où on veut aller. Là, du coup, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Un web MCP peut avoir tous les liens de chaque page répertoriés. Et donc là, par exemple, si je lui dis, OK, moi, mon objectif, c'est, j'ai besoin de voir les logs de prod, du serveur prod alpha. C'est très précis, je sais ce que je veux. Bon, bah, de base, moi, je suis censé aller essayer de fouiller là-dedans pour trouver ce que je veux. Là, si je lui dis ça, et que lui, il a accès, du coup, à l'outil, hop, ouais, il est allé naviguer en une demi-seconde exactement à l'endroit qui m'intéressait. Parce que, bah, il a le lien de toute l'arborescence. Là, du coup, oui, c'est le deuxième exemple. Ah, bah, tiens, je veux voir les firewall rules. OK, pareil, je sais pas où c'est un autre endroit complètement. Je dis, hop, il a accès à toutes les bonnes pages. Potentiellement, même si c'est un peu raté. Hop, bon, au final, il m'emmène directement. Et le dernier, par exemple, j'avais, bon, oui, là, j'ai fait des exemples, mais encore un autre besoin. Hop, c'est instantané. Donc là, pour moi, l'idée, c'est de dire, OK, là, si je veux naviguer sur un site complexe, ou typiquement, là, moi, j'ai testé aussi avec ma maman, souvent, par exemple, je lui dis, ah, faut que tu ailles dans les paramètres pour changer d'adresse, ah, je sais pas où c'est. Son besoin, c'est, il faut que j'autorise WhatsApp, mon micro quand on fait une visio. Elle sait pas où c'est. Donc, elle galère à aller dans les paramètres. Si elle dit juste, je veux juste trouver l'endroit où activer mon micro, bim, et là, du coup, ça fonctionne déjà, le concept. Et ça, pareil, je pense que pour des utilisateurs avancés d'une application, ils la connaissent par cœur, ils sont en mode non, mais je m'en fous d'utiliser ton l'IA, c'est nul. Moi, je le fais, c'est mieux. Ça, c'est possible. Et pour plein d'utilisateurs un peu moins habitués, souvent, il y a ce concept ou une application un peu qui est complexe. Je trouve que c'est un super cas d'usage de, OK, ça aide juste quelqu'un à mieux utiliser l'application et à naviguer au bon endroit. Ça, je l'ai eu personnellement beaucoup de fois, le cas où je dois me perdre sur un site pour trouver ce que je veux, alors que mon besoin, souvent, il est très, très simple. Sur toujours un peu ces thématiques de interface un peu compliquées où des fois on veut faire quelque chose de. Là, j'ai simplifié, mais le concept de dashboard, en ce moment, il y en a beaucoup partout. Pareil, ça peut être sur des interfaces Google Cloud ou n'importe quoi, où on va voir l'affichage, ça peut être de la BI. On a des dashboards, on a plein de filtres. Et l'idée, c'est, avec l'interface classique, il faut permettre à l'utilisateur de chercher plein de choses pour avoir ce qu'il veut. Ah, il me faut du coup. Donc là, moi, mon exemple, c'était. Bon, on est encore toujours sur des choses de dev, mais ah, mais j'ai besoin de voir les erreurs critiques qui sont apparues la semaine dernière. Donc, il faut que j'aille chercher moi-même dans plein de boutons. Là, pareil, lui derrière, si je dis ça, il a accès aux bonnes méthodes. Il peut lui-même directement changer les fils qui m'intéressent et me montrer exactement le rendu dashboard qui m'intéresse. Là, c'est, ah ben voilà, simulation de problème client. J'ai un customer qui n'a pas réussi à payer hier. Ah, il faudrait que je vois les erreurs du service de paiement, mais pour les dernières 24 heures. Donc, tout ça fait plein de filtres. Je peux m'embêter à tout sélectionner à la mano ou je dis ce dont j'ai besoin et il sélectionne les fils pour moi, pour m'aider. Oui, donc là, c'est les deux exemples que j'avais. Donc là, typiquement, j'ai fait une fausse interface qui se voulait un peu compliquée, mais en vrai, ça, c'est presque simple. Moi, j'ai déjà vu des interfaces de dashboard où c'est une folie le nombre de petites options à toucher pour avoir ce qu'on veut. Je trouve, dans ce cas-là, WebMCP est très intéressant. Et du coup, c'est important de voir que là, ça n'a rien à voir avec les MCP ou MCP apps. C'est pas vraiment. On peut imaginer des versions, mais là, c'est vraiment ce truc de j'interagis avec une page, je galère, je veux une façon plus pratique. C'est le qui va analyser sur la page. C'est ça. Genre là, si on va voir du coup la page, je l'ai ici. Si on regarde du coup, je vais la recharger pour être sûr. Là, du coup, j'ouvre juste l'interface qui me permet d'y accéder. Donc ici, on voit que le LLM sur cette page, il a vu qu'il y a dashboard apply filters. Donc il voit qu'il y a une méthode qui est disponible et qui, selon plein de paramètres, il peut l'utiliser. Et le LLM, où il est fort, c'est que moi, il transforme mon langage humain en paramètre d'une fonction, en fait. Je lui dis, ah, je veux voir les logs d'il y a 24 heures. Lui, il va dire, ah, bah, quoi, time range 24. Et c'est là la logique du LLM il va être capable de bien transformer, donner exactement ce que la fonction attend pour que, de façon instantanée, il l'appelle super vite.
Et donc, oui, le dernier exemple, c'est juste, du coup, je l'aimais bien. Bon, là, on l'a déjà vu, et c'est juste, je l'aimais bien parce que moi, j'ai râlé, entre guillemets, qu'il n'existe pas encore parce que le nombre de formulaires que j'ai dû faire en boucle avec les mêmes données, ben, j'ai même essayé avec Claude. Mais le concept de se dire, bah, voilà, moi, la donnée, je l'ai, j'ai la flemme de, non, pardon, j'ai la flemme de devoir cliquer dans 10 inputs pour écrire 10 fois la même chose. Juste, vas-y, remplis les données. Et là, du coup, bah, on est sur si en gros, si un site a implémenté correctement les WebMCP, ce genre de formulaire, si on a déjà un peu notre CV, si on a déjà les données, ça peut prendre une demi-seconde, quoi. Voilà, si je vous remonte un peu le temps que ça a pris. On l'a vu tout à l'heure, en gros, c'est, ben voilà, c'est excessivement rapide et moi, je trouve très intéressant pour l'utilisateur où leur passion, souvent, c'est les gens, ce n'est pas de remplir des formulaires, c'est juste de passer à l'étape d'après pour s'authentifier sur un site, tout ça. Donc, voilà, ça, c'était un petit peu, du coup, les cas concrets que j'ai imaginés. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, et si vous connaissez ou pas des gens, c'est plus dans des thématiques produits, mais c'est les outils, ils sont là, ils existent déjà, mais ce qui manque, c'est des gens qui réfléchissent pour leurs propres applications. Est-ce que c'est intéressant? En gros, ce qui manque, c'est des idées pour voir est-ce que ça peut être utile. Parce que, en fait, moi, il y a des gens qui m'ont posé des questions dans les précédentes fois où j'ai présenté ça. C'est oui, mais comment on va pas forcer, comment on fait que ça se démocratise? Moi, mon opinion, c'est vraiment un utilisateur, il est feignant, il veut juste avoir ce qu'il veut. Donc, s'il y a un outil qui est bien onboardé, un petit chat qui apparaît, qui lui montre en gros qu'il peut avoir ce qu'il veut plus rapidement, pour moi, l'adoption, elle peut être très rapide si l'outil est efficace. Au contraire, s'il y a des choses là que j'ai présentées, ça se trouve dans la pratique, il y a des choses que j'ai présentées où en fait, non, ça, moi, j'y ai pas pensé, mais ça collera pas parce que en fait, c'est pas pratique. Et pour moi, il y a un peu le côté loi de la survie du pratique où dans plusieurs années, je suis assez convaincu qu'il y a certaines de ces façons-là qui vont se démocratiser, et c'est juste les utilisateurs qui vont choisir. Mais pour qu'ils puissent choisir, il faut aussi qu'il y ait des applications qui commencent à les implémenter pour laisser le choix aux gens. Petit aparté aussi, je l'ai fait, c'était Limitrust Campus, parce qu'ils ont un point là-dessus. Ça ne nous concerne pas forcément, parce que c'est malheureusement, enfin, c'est une minorité de gens, mais tout ce qui concerne l'accessibilité, c'est assez violent, parce que, donc, imaginons, on n'arrive pas bien à lire, être pas forcément aveugle, mais avoir tous les problèmes d'accessibilité. Actuellement, il y a des screen readers. Donc, ce qui se passe, c'est, en gros, c'est laborieux. Tout ce que je viens de montrer avec les démos WebMCP, il faut imaginer qu'on peut être du coup quelqu'un qui juste parle et dit ce qu'il veut, et on peut du coup naviguer avec un site sans utiliser sa souris, par exemple. Et même le clavier, on peut juste dire ce qu'on veut et avoir potentiellement une façon. Donc, c'est encore un champ très très particulier, mais pour moi, c'est un potentiel très intéressant sur ces aspects-là de différentes façons d'interagir avec un site quand on a du coup des contraintes. Et du coup, ça, voilà, c'est fini pour moi. Pour en replay, si jamais vous êtes intéressé, du coup, j'ai mis donc un QR code où les slides de la présentation sont publics, avec les vidéos si jamais vous voulez les regarder à nouveau. Donc la présentation est accessible. J'ai aussi fait un article en version mobile, desktop, plus facile pour le lire. Et ça, c'est pour plus tech, enfin ceux qui, en tant que dev, veulent essayer. Vu que c'est assez, le code derrière est assez simple, j'ai aussi du coup un repo Symfony et Next.js où il y a ces 4 paradigmes qui sont déjà implémentés et qu'on peut tester en local assez facilement, à condition d'avoir des fois juste des clés d'API pour se connecter à Gemini. Et donc ça permet, je pense, de peut-être plus se rendre compte. Et si jamais, voilà, il y a aussi il y a des sources sur la présentation si vous y retournez. Vu qu'en gros, c'est pas un PowerPoint, c'est juste une application, c'est du React. Là, j'ai fait en sorte de mettre des liens directement dans la présentation, elle est cliquable. Donc, ça peut être sympa juste de revenir si ça vous intéresse pour avoir plus d'infos. En gros, il y a plein d'infos qui sont juste cachées que je n'ai pas affichées. Mais du coup, voilà, c'est fini pour moi. Merci. Je sais pas combien de temps j'ai fait pour se rendre compte. Non, on a commencé à 15, donc 55 minutes. Ouais, ouais, ok. C'est un petit peu plus que je pensais, mais ça. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Clément? Moi, j'ai une question sur la forme juste des slides. Donc, c'est l'après-acte que ça peut faire par Docker. C'est ça, en fait. En gros, j'ai commencé à le faire moi à la mano en PDF.
ce que je voulais faire et j'avais plein de limitations de ah mais j'aimerais bien pouvoir faire ça, j'aimerais pouvoir intégrer une vidéo. Et à force, du coup, sur mon site perso, du coup, j'ai déjà mon setup. Ça, c'est mon site où j'ai déjà pas mal j'ai un design pattern, enfin, j'ai un design système avec des choses déjà faites et du coup, à la fin, j'ai pu le faire en pair programming au début, moi un peu à la mano et après quasiment, je l'ai laissé euh, implémenter toutes les pages qui m'intéressaient. Donc en gros, c'est une app React. Et le guide que tu lui as donné, c'est ton site existant, en fait. C'est ton design système que tu avais et que tu as fait les guidelines. J'ai dû quand même pas. En gros, je pense la présentation, la forme pure de la présentation, ça m'a pris une bonne dizaine d'heures de la développer. Parce qu'en gros, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux redévelopper, parce que c'est pas si long que ça, 10 heures, pour refaire une sorte de power. Oui, voilà. Et une fois que j'avais la structure, bah, derrière, le moindre, c'est du web, du coup, faire une modale, faire un input, faire une fausse appli dedans, ça, du coup, bah, en fait, c'est facile. Donc, moi, j'avoue, c'est un sujet, je trouve aussi intéressant. Pour moi, pour faire des présentations, si quelqu'un a juste un LLM bien configuré, il peut lui faire ça. Et actuellement, on peut le faire avec PowerPoint. On peut se connecter d'ailleurs via MCP à PowerPoint pour faire un PowerPoint en discutant. Bah, il y a une version un peu plus dev qui est de juste utiliser le LLM directement pour dire j'ai besoin que tu me crées une présentation, voici mes contraintes, voici mes besoins. Effectivement, quel Google Slide aujourd'hui, c'est ta merde. À Google Slide, pour moi, à terme, ils sont en train de travailler, j'ai entendu, hein, justement, pour que tu puisses discuter, vraiment faire ce que tu veux. Tu utilises un local, Pardon? tu utilises un local, tu utilises bah, là, j'avoue que moi, du coup, j'ai commencé à utiliser tous les outils d'IA depuis 2021. Et au début, c'est vraiment juste la complexion de texte. Et donc là, moi, mon but, c'est de tester tout. Et du coup, en gros, là, pour ça, j'ai essayé Codex, Claude, j'ai essayé tout. Et les IA locales, actuellement, ne me permettent pas de faire ce que j'ai fait là en 10 heures. Si j'avais dû le faire avec une IA locale, ça m'aurait pris 50 heures. Et si j'avais dû le faire moi à la mano comme en développeur il y a 2 ans, ça m'aurait pris un temps que je sais que je n'aurais pas fait comme ça. J'aurais fait un PDF classique. Donc, parce que ça débloque du coup des possibilités. Des remarques, des choses, ça vous inspire quelque chose? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que du coup, vous travaillez ou pas actuellement ou dans le passé sur des produits ou en tant qu'utilisateur, est-ce que vous avez déjà eu des interactions où vous dites, je sens que quand même, là, en regardant par exemple des démos, je sens qu'il y a un potentiel pour quelque chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où bah, c'était vraiment fastidieux et ça pourrait être. Google Slide. Oui, voilà, Google Slide par exemple. Même traduire une slide, il ne sait pas le faire, c'est un scandale. Ça, c'est vrai que c'est un point que je l'ai mis sur une slide, mais je ne l'ai pas dit à l'oral. C'est que pour moi, un point que je trouve très intéressant dans les avantages, c'est tout ce qui est langage naturel, dans le sens où, moi, j'ai pensé mon application, par exemple, de liste de courses. En tant que Français, je discute. Si je veux le faire en allemand, en chinois, en espagnol, ça change rien. Les LLM sont exceptionnels en langue, donc je peux discuter dans la langue qui m'intéresse et ajouter ma liste de courses. Le multilangue, il est d'office. Voilà, c'est une autre façon un peu de penser le truc, mais en tout cas, le multilangue n'est pas géré par l'application. Au final, c'est le LLM qui discute avec notre langage naturel et qui ensuite, lui, va faire ce qu'il faut pour que l'application fonctionne. Mais ça aussi, je trouve que c'est un point intéressant au niveau d'un site. J'ai une question sur. Donc, le dernier, c'est WebMCP, c'est juste? C'est ça, oui. Ça veut dire qu'il y a plein d'applications, en fait, le web il existe depuis longtemps, qui vont peut-être devoir se préparer, se redesigner leur interface pour être prêt au WebMCP. Et la question, c'est coûteux. J'ai une app existante, je veux pouvoir interagir. Ça veut dire quoi? C'est un gros travail ou c'est... Justement, ça, c'est mon point. Ce qui est intéressant, c'est que vu que moi, je suis quand même toujours aussi, même si en ce moment, je cherche du travail et j'ai du temps, mais je suis quand même feignant. Donc, si je l'ai fait là, c'est qu'en fait, c'était extrêmement rapide. Pourquoi? Donc là, imaginons, donc on est sur, voilà, je vais pas prendre celle-là plus celle avec les dashboards. J'ai pas WebMCP. J'ai mon application de dashboard classique. En gros, du moment que je suis obligé de coder l'application de base, je dois coder toutes les fonctions, tous les selects. À partir de là, déclarer un WebMCP, je ne l'ai pas montré parce que c'est pour pas faire peur. Mais si je vous montre en gros le code, c'est juste un tableau d'objets. Donc en gros, c'est juste un tableau dans lequel on va mettre un nom, une description et à la fin une fonction qui est exécutée. Donc en gros, ça, typiquement avec un LLM, l'idée c'est de lui dire, OK, tu vois toutes mes fonctions actuelles, juste
déclare tout en version WebMCP. Et ça m'a pris 50 secondes. C'est déjà ce qu'on disait avec toutes les balises qu'on rajoute pour le test playwright, voilà. ou même les ateliers. Typiquement, sur un serveur, il faut faire attention aussi, mais il y a un peu ce concept on a déjà, la plupart des applications ont un back-end avec une route pour récupérer des produits, afficher. Les routes sont déjà là. Il y a déjà, j'ai vu, Symfony, Java, Spring, qui proposent déjà des choses pour faire des annotations où tu écris juste annotation MCP. Et du coup, hop, ça va rendre cette fonction disponible pour un MCP. En gros, il y a quelque chose qui est fait pour simplifier la transition, pour dire, c'est déjà fait. Ah ben en fait, faire en sorte que tous les outils ils soient disponibles, donc là on les voit, Navigate, Dashboard, tout ça. Ben ça en fait, pour moi, si le site est bien, ça force aussi à avoir un site avec des fonctions bien séparées, avoir des tests unitaires. Enfin, après, il y a d'autres choses qui font que si on arrive sur un site qui a été exposé tout dans un seul fichier, enfin des choses, ça rend plus compliqué de faire ça. Okay. Mais du coup, c'est clairement facile. Mais ce que je trouve important, par contre, c'est quand tu disais, est-ce qu'il y a du travail? Pour moi, il y a deux points différents. Il y a genre, mon site, il est comme ça, je touche à rien, je rajoute juste la possibilité de le faire WebMCP. Pour moi, la version 2, c'est de se dire, OK, mon site, il est comme ça. En fait, je vois qu'il y a un côté, actuellement, c'est trop fourni. Du coup, je profite du fait que ça existe pour me dire, j'enlève plein de filtres, c'est ce que j'ai fait un peu moi dans mes démos, j'enlève plein de choses un peu pour l'utilisateur avancé, je simplifie l'interface et j'onboard mes utilisateurs pour qu'ils utilisent ça pour les futurs avancés. Donc pour moi, il y a un travail long terme de product design, de changer potentiellement l'application pour dire, OK, il y a des choses, vous allez vouloir les faire à la mano, ça, on veut que ça soit affiché. Il y a des choses, s'il vous plaît, essayez, vous allez voir, faites-le via un LLM, c'est 10 fois plus simple, et nous, ça nous permet de ne pas encombrer l'interface. Parce que moi, typiquement, en tant que dev front-end, j'ai souvent eu des cas où on m'a demandé, l'interface est déjà comme ça, on me demande, ah, du coup, tu pourrais rajouter telle feature, il faudra un bouton pour exporter en CSV, si, du coup, et à la fin, il y a un petit côté Frankenstein patchwork de, on est obligé de faire des sous-menus, trouver un moyen, on fait, ah, et du coup, moi, pour moi, il y a un travail plus complexe, mais plus long terme de repenser ou pas son produit. On parle de quand c'est vraiment démocratisé, donc c'est peut-être pas tout de suite, mais repenser son produit pour intégrer ça. Sachant que là, je ne l'ai pas montré, mais encore une fois, il y a plein de détails. Tous les outils qu'on voit ici, en fait, on ne se rend pas compte, mais vu que c'est que du code du JS, par exemple, ça peut être que si on est authentifié. Donc, imaginons, moi, je me connecte en tant qu'admin, je peux avoir accès à 10 outils. Si je me connecte en tant que user classique, j'en aurai plus que 2. Parce qu'en fait, quand on déclare les outils, comme c'est du code, il suffit juste de dire, au moment de la déclaration, vérifie le statut du user, hop, tu ne mets que ces outils à disposition. Donc, typiquement, il y a aussi des trucs intéressants au niveau, donc ça, je ne l'ai pas mis parce que pour moi, c'est très dev, mais le test end-to-end pour les QA, de se dire, ah bah tiens, quand ils se connectent eux avec leur compte, ils ont accès à tout pour pouvoir tout bidouiller, des choses qu'il faut faire gaffe à pas donner à un user. Mais en gros, là, j'ai du mal à tout expliquer parce que comme on rentre sur le concept de tout le code et dans le JavaScript, en gros, on peut tout faire. Et j'ai même là, c'est un cas d'usage, le fait qu'il y ait des rôles, mais il y en a encore d'autres que j'ai pas dit et que j'ai pas pensé. C'est pour ça que, en gros, dans la conférence de Google I.O. il y a quelques mois, ils en ont reparlé et il y a une volonté. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait la présentation en mars, la première fois, il fallait passer par un Chrome de test, des Chrome Canary. En gros, c'est des Chrome. Et là, du coup, depuis genre un mois, on est sur le Chrome classique. J'aimerais bien vous remontrer mais en gros, sur le Chrome classique, ils ont intégré OpenCP. Donc, on est sur quelque chose qui s'est lancé en février 2026. Et là, du coup, c'est déjà un standard qui est un peu validé et on est en juillet. C'est déjà dans la version Chrome de base. Après, ce qui est discutable ou pas, c'est la vision que les gens ont sur les LLM, par exemple sur Firefox. Il y a la communauté, il y a tout un débat sur ne pas vouloir ou ne pas aimer qu'il y ait un LLM qui s'intègre. Typiquement, ça pourra ne pas être dispo sur Firefox si le navigateur et la communauté autour ne veut pas. Donc, mais moi, typiquement, je trouve que ça peut être quelque chose qui met en avant un navigateur plutôt qu'un autre. Typiquement, il y a une entreprise, ça marche de fou. Ils ont réussi à faire en sorte qu'il faille passer par ces outils-là. Quelqu'un, pour moi, l'utilise. Derrière, si on lui dit, ah, mais utilise Firefox et par contre, tu n'as pas l'outil IA, je pense que c'est une raison pour laquelle les gens vont dire, ah, bon, ok, je les installe, j'installe le navigateur qui est compatible. Et c'est le CPU local en gros, voilà, c'est actuellement ce qui se passe là quand je pose une question.
c'est que du coup, Ça envoie là, actuellement, voilà, ça envoie, j'ai choisi Gemini Flash, donc ça envoie une requête à Gemini qui me renvoie. Mais justement, c'est ce que j'expliquais, vu qu'on est sur des choses assez basiques, les LLM petits actuels sont déjà capables de le faire, et il suffit juste de... Enfin, il suffit, les beaux ingénieurs Google, s'ils m'entendent, ils ont du taf, j'imagine, mais une fois qu'ils vont intégrer le LLM du navigateur, ça va juste, par contre, consommer, par exemple, qu'on va voir dans le questionnaire des tâches. Ah, déjà que Google Chrome était consommateur, peut-être qu'on va avoir des Chrome à 10 gigas de... On va comprendre ce qui se passe parce que bon, il y a un LLM qui tourne et qui vont l'automatiser, mais ça va être quand même côté client. Il y a peut-être aussi est-ce qu'il y a un contenu sensible qui part vers le LLM ou pas? Comme tu dis, c'est typiquement, tu vas scraper une partie de la page, tu vas avoir des infos en plus, ou c'est juste des pointeurs vers des thèmes à actionner, ce genre de choses. Là, par exemple, dans ma démo actuelle, en gros, ce qui part, c'est ce que j'écris moi là-dedans. Ouais. Donc, du coup, si je dis, mon mot de passe, c'est est-ce que tu peux remplir le login? Bah là, actuellement, ça veut dire que le mot de passe envoyé vers l'API à Gemini, qui fait, ouais, ça a craqué parce que souvent, ça va pas la tête, mais il est envoyé. Par contre, à terme, il y a quand même ce concept de, ça serait intégré au navigateur, le LLM, et du coup, il n'y a rien qui sort du navigateur. Ouais, parce que ce que tu envoies comme information, c'est une chose, mais après, le site que tu es en train de visiter, il peut ne pas être public, typiquement. Donc là, il y a des informations publiques. C'est pour ça que ce que je dis, c'est que, du coup, pour moi, le site, qu'il soit public ou pas, c'est est-ce que le site a ajouté dans son code les méthodes WebMCP. Ouais. Et s'il les a ajoutées, on peut s'y connecter et juste les utiliser. S'il les a pas ajoutées, bah là, si je vais sur une page classique, si je vais sur n'importe quelle page, un truc de sport, et je regarde ici mon interface pour regarder, il va dire ah bah ok, bon bah sur clémentbouli.dev, ok, j'ai vu, mais sur la page actuelle, en fait, il n'a rien trouvé, par exemple. Donc là, si je lui pose une question, je lui dis navigue, il va juste dire désolé, cette page-là, je peux rien faire. Donc, il y a tout après un concept de ah bah tiens, quelqu'un qui n'est pas l'habitude, il va se dire attends, pourquoi c'est sur ce site je peux utiliser ça et sur l'autre non? C'est pour ça que pour moi, ce genre d'affichage, je le vois potentiellement plus comme potentiellement un chatbot qui ne s'affiche que quand tu es sur le site ou une sidebar vraiment sur ce site pour faire ça. Et moi, je suis obligé d'utiliser une extension Chrome parce que on est sur des choses en développement. Mais à terme, la logique, c'est juste de discuter avec un LLM. Un autre truc, si tu dois te proposer à Google une interface, elle est jolie si tu dois te proposer Quoi? c'est un peu mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui, je trouve, en termes de spécificité. Eh oui, mais justement, l'idée, c'est que même celle-là, ça se voit qu'il y a quand même une simplification. Et pour moi, je trouve que c'est intéressant, c'est que sur du long terme, ça peut permettre de simplifier certaines interfaces et du coup de les voir plus épurées, plus agréables, parce que bah, je suis bien placé. Moi, quand on me demande en tant que dev de rajouter quelque chose, actuellement, j'ai pas le choix, il faut que je le rajoute d'une façon ou d'une autre. Alors que pour moi, dans une application dans 2 ans, je pense qu'il y a des features qui ne seront pas affichées, qui ne seront pas visibles, ou en tout cas, la feature en global, on te dira que tu peux faire ça, mais toute la manipulation sera peut-être pas affichée. Tu pourras juste passer par de toute façon, tu as plutôt envie d'avoir ta CLI que ton Clone pour faire ça. Mais en tout cas, ouais, je vois le concept. Ce que je propose, c'est bon Clément, tu es à dispo si on veut rentrer dans les détails. Yes, je quitte. On termine notre tour. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas fini? En fait, on a fini la partie présentation et puis là, on va passer sur le verre. C'est la partie importante aussi. Merci à tous.